Le matin où ma grand-mère, Geneviève, m'a trouvé debout devant un foyer d'hébergement d'urgence avec ma fille de 6 ans, Léa, toute ma perception de ma famille a volé en éclats en moins de 30 secondes. Elle est descendue d'une luxueuse berline noire, a fixé le panneau du foyer au-dessus de ma tête, puis m'a regardé avec une confusion sincère. La question qu'elle m'a posée semblait si banale qu'il a fallu un moment à mon cerveau pour l'assimiler, me demandant pourquoi j'étais ici et pourquoi je ne vivais pas dans ma maison de la rue des Lilas. Je me souviens avoir cligné des yeux en la regardant comme si elle avait parlé une autre langue, en lui répondant « Quelle maison ?» Son visage a soudainement pâli et 3 jours plus tard, mes parents, Sylvie et Bernard, avaient l'air d'avoir vu un fantôme. 6 mois plus tôt, ma vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. Je faisais de longues gardes en temps qu'aide-soignante au CHU de la ville et bien que le travail soit épuisant, j'adorais aider les autres. Ma fille Léa avait 6 ans, elle était drôle, intelligente et bien plus forte qu'aucun enfant ne devrait jamais l'être. L'argent se faisait rare depuis mon divorce, mais on s'en sortait, jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Quand le loyer de mon appartement a augmenté, mes parents ont proposé de m'aider et ma mère a pris cette voix mielleuse qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose, me disant que la famille prend soin de la famille et que je devais rester avec eux quelque temps pour me remettre sur pied. Mon père hochait la tête comme un parent d'un grand soutien. À l'époque, j'étais reconnaissante, mais avec le recul, j'aurais dû me méfier. Les premières semaines se sont bien passées, Léa dormait dans ma chambre d'enfant pendant que je faisais des heures supplémentaires à l'hôpital, essayant d'économiser assez d'argent pour payer la caution d'un nouvel appartement. Puis, les critiques ont commencé, rien d'évident, rien de dramatique, juste de petites piques au quotidien. Ma mère remettait constamment en question mon éducation. Mon père se plaignait de chaque petit désagrément, et il critiquait mes horaires de garde, mes finances, mes décisions, et même mon apparence. Chaque conversation finissait toujours par me donner l'impression d'être une ratée et chaque fois que je me défendais, il jouait les victimes, tandis que chaque fois que je gardais le silence, il prenait plus d'assurance. C'était comme vivre avec des gens qui grignotaient lentement votre confiance en vous jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Puis un soir, ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a dit qu'il était temps pour moi de déménager, une phrase qui m'a frappée comme un coup de poing. Je lui ai rappelé que j'économisais, que les loyers étaient chers, qu'il nous avait invités à rester, mais elle a simplement souri en disant que j'étais une mère maintenant et que je devais me débrouiller. Mon père a croisé les bras en ajoutant que 30 jours devraient suffire. J'avais la nausée, mais j'ai accepté et j'ai passé chaque instant de libre à chercher un logement, appelant les agences immobilières pendant mes pauses déjeuner, remplissant des dossiers de location entre 2 gardes, et coupant toutes les dépenses inutiles. Pourtant, rien n'y faisait, chaque appartement exigeait des garants et des cautions que je ne pouvais pas fournir, chaque dossier se soldait par un refus, et chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Puis mes parents ont prouvé qu'ils étaient encore pire que je ne l'imaginais lorsqu'un soir, je suis rentrée après avoir enchaîné 2 gardes. Le couloir devant leur appartement était silencieux et 2 cartons étaient posés à côté de la porte, mes cartons. Au début, j'ai cru que quelqu'un déménageait, puis j'ai reconnu le lapin en peluche de Léa qui dépassait de l'une des boîtes. Mon estomac s'est noué, j'ai attrapé la poignée. C'était verrouillé, j'ai frappé sans obtenir de réponse, j'ai frappé plus fort. Et finalement, la porte s'est ouverte sur ma mère qui se tenait là, l'air totalement calme. J'ai demandé pourquoi nos affaires étaient dehors, elle a croisé les bras et a dit que les plans avaient changé, j'ai protesté que cela ne faisait pas 30 jours, et mon père est apparu derrière elle pour lâcher que c'était tout comme. Puis j'ai vu Léa,
elle était recroquevillée près de l'entrée de l'immeuble, à moitié endormie avec sa veste sous la tête en guise d'oreiller. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, j'ai demandé où nous étions censés aller, mais l'expression de ma mère n'a pas scié, elle a répondu que j'allais trouver une solution, puis elle m'a fermé la porte au nez. J'ai passé cette nuit-là à rouler dans la ville avec ma fille endormie sur la banquette arrière de ma voiture, me posant sans cesse la même question, comment des parents pouvaient-ils faire ça à leur propre enfant? Pendant plusieurs semaines, j'ai survécu grâce au désespoir, enchaînant les hôtels bon marché, les repas sur le pouce et les solutions de fortune, jusqu'à ce que même ces options disparaissent. L'assistante sociale de l'école a remarqué que Léa devenait plus silencieuse et renfermée. Au début, j'ai menti, puis j'ai regardé ma fille et j'ai compris qu'elle m'observait, qu'elle apprenait de moi que survivre signifiait faire semblant que tout allait bien. Alors, j'ai dit la vérité et 2 jours plus tard, nous avons été placés dans un foyer d'hébergement d'urgence. La première nuit là-bas a été l'une des pires de ma vie. Léa dormait paisiblement à côté de moi, tandis que je fixais le plafond, écoutant des inconnus pleurer à travers les murs fins, avec l'impression d'avoir échoué en tant que mère. Ce sentiment ne m'a pas quitté un seul jour, jusqu'au matin où ma grand-mère est arrivée. Dès qu'elle a posé des questions sur la maison de la rue des Lilas, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a immédiatement passé plusieurs coups de téléphone, et je suis restée assise dans un silence stupéfait pendant qu'elle exigeait des informations auprès d'agences immobilières et de notaires. En quelques minutes, son expression est passée de la confusion à la colère, une vraie colère, celle qui naît de la trahison. Elle nous a emmenés prendre le petit déjeuner dans une brasserie et pendant que ma fille coloriait et buvait un chocolat chaud, ma grand-mère a appelé ma mère en haut-parleur. Elle a posé une question simple, demandant comment allait Camille. Et la réponse de ma mère a fusé, affirmant que j'allais merveilleusement bien. Que j'étais bien installée dans la maison de la rue des Lilas et que je l'adorais. Le mensonge est sorti si naturellement que ça m'a retourné l'estomac. Car j'étais assise à 1 mètre de ma grand-mère dans ce café, après avoir passé des semaines à vivre dans un foyer, et pourtant, ma mère mentait sans la moindre hésitation. Quand l'appel s'est terminé, ma grand-mère m'a regardé droit dans les yeux en disant qu'elle savait maintenant, je lui ai demandé ce qu'elle savait, et elle a répondu que quelqu'un me volait. Ce qui s'est passé ensuite m'a semblé irréel. Des années plus tôt, ma grand-mère avait acheté une petite maison dans la rue des Lilas pour que ce soit un nouveau départ pour Léa et moi. Un endroit sûr, un vrai foyer, et elle avait fait confiance à mes parents pour gérer la paperasse et le transfert de propriété. Au lieu de cela, ils lui avaient fait croire que tout avait été réglé, puis ils avaient secrètement mis la maison en location pour empocher chaque euro eux-mêmes, pendant que ma fille dormait dans un foyer, que je luttais pour survivre, et qu'ils faisaient semblant de se soucier de nous. Ma grand-mère nous a immédiatement installés dans un bel hôtel, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi dans un lit propre et je me suis sentie en sécurité. Mais ma grand-mère n'en avait pas fini, car 3 jours plus tard, elle m'a conviée à une grande réunion de famille que mes parents organisaient. L'événement était bondé de proches, tantes, oncles, cousins, amis, tous ceux que mes parents tenaient à impressionner, et quand je suis entrée dans la pièce, les conversations ont ralenti. Les gens m'ont tout de suite remarqué, ma mère s'est figée, mon père avait l'air tout aussi choqué, aucun d'eux ne s'attendait à me voir là. Puis ma grand-mère est entrée et l'atmosphère entière a changé, elle était accompagnée d'un avocat portant un ordinateur portable et plusieurs dossiers, le visage de ma mère a blêmi et mon père a soudainement eu l'air nerveux. Ma grand-mère a souri poliment et a déclaré qu'avant que le dîner ne commence, elle aimerait discuter de quelque chose d'important. La pièce est devenue silencieuse. L'avocat a branché son ordinateur au vidéoprojecteur,
une photographie de la maison de la rue des Lilas est apparue sur l'écran, et des murmures confus sont répandus dans l'assemblée. Puis sont apparus les documents, les actes de propriété, les remises de clés, les baux de location, les historiques bancaires. Tout, chaque mensonge, chaque transaction, chaque euro volé est allé à la vue de tous. Ma mère a commencé à trembler, mon père a essayé de l'interrompre, mais ma grand-mère l'a ignoré et a calmement expliqué comment la maison avait été achetée pour Léa et moi, comment mes parents avaient reçu les clés, comment ils avaient secrètement loué le bien pour faire du profit. Et comment leur propre petite fille s'était retrouvée à la rue pendant qu'ils encaissaient les loyers. La pièce était d'un silence de mort, plusieurs proches avaient l'air horrifiés. D'autres semblaient furieux, et personne n'a pris la défense de mes parents car les preuves étaient irréfutables. Mon père a finalement explosé en criant que c'était une affaire de famille, ce à quoi ma grand-mère a rétorqué que c'était exactement pour cela que la famille méritait de connaître la vérité. Ma mère a éclaté en sanglots en disant qu'ils avaient besoin d'argent, et ma grand-mère l'a foudroyé en répondant qu'il s'était donc enrichi sur le dos d'une enfant qui dormait dans un foyer d'hébergement. Le silence qui a suivi m'a paru interminable, puis est venu le coup de grâce lorsqu'elle a annoncé qu'avec effet immédiat, elle retirait Sylvie et Bernard de son testament, et qu'il n'y aurait aucun héritage, aucun soutien financier, aucune aide future de quelque nature que ce soit. Mes parents semblaient totalement dévastés, car pendant des années, ils avaient compté sur son argent, supposant que ce soutien durerait toujours. Mais maintenant c'était fini et tout le monde savait exactement pourquoi. Ma mère s'est alors tournée vers moi en me suppliant de lui dire d'arrêter, et l'espace d'un instant, j'ai vu la femme qui m'avait élevée, celle à qui j'avais passé des années à essayer de plaire, celle dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie. Mais je me suis souvenu de Léa dormant dans ma voiture, je me suis souvenu des murs du foyer, des promesses en l'air, des portes verrouillées, et je lui ai dit qu'elle aurait dû penser à la famille avant de transformer la maison de ma fille en son petit business. L'expression sur son visage m'a fait comprendre qu'elle réalisait enfin qu'elle avait perdu, non pas à cause de l'argent ou de l'immobilier, mais parce que la vérité l'avait finalement rattrapée. Je suis partie avant la fin de la soirée, Léa m'attendait dans une petite pièce à part, et dès qu'elle m'a vue, elle a souri et m'a demandé si on rentrait à la maison maintenant. La question m'a presque fait pleurer, je me suis agenouillée près d'elle, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai répondu que oui, et cette fois-ci, ce n'était pas un mensonge. 6 mois plus tard, nous avons enfin emménagé dans la maison de la rue des Lilas, Léa a décoré sa chambre avec ses dessins et des couleurs vives, et j'ai repris mes études pour devenir infirmière diplômée d'État. La vie est devenue merveilleusement ordinaire, ce genre de banalité que je tenais autrefois pour acquise, et ma grand-mère vient toujours nous rendre visite tous les week-ends. Avec des viennoiseries, faisant semblant de ne venir que pour voir Léa, ce qu'aucune de nous ne croit. Quant à mes parents, l'argent qu'ils avaient détourné a été récupéré, mais leur réputation ne s'en est jamais remise, car les gens finissent toujours par découvrir qui vous êtes vraiment quand vous n'avez plus nulle part où vous cacher. Ma mère a essayé de me contacter plusieurs fois. Non pas pour s'excuser ou assumer ses responsabilités, mais uniquement pour négocier, et j'ai bloqué chacun de ses numéros. Certaines personnes pensent que le pardon consiste à donner une autre chance, je ne suis pas d'accord, parfois. Le pardon signifie simplement refuser de laisser leur choix contrôler votre avenir. Le plus beau cadeau que ma grand-mère m'ait fait n'était pas cette maison, c'était la vérité, car une fois les mensonges dissipés, j'ai enfin arrêté de me demander si je méritais ce qui m'était arrivé. Ce n'était pas le cas, et ma fille non plus, et maintenant, chaque fois que je déverrouille ma porte d'entrée, je me rappelle une chose essentielle, les personnes qui vous trahissent partagent peut-être votre sang, mais celles qui vous protègent sont votre véritable famille.